Bonjour, cher Alain. Bonjour cher Domiti, je suis ravi de te retrouver. Je suis... Ravi de le soleil et la vie. Ah oui, ravi. Ok. Eh bien, moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Et aujourd'hui, on va parler épigénétique et astrologie. Grand sujet. Si tu l'acceptes, Alain, on va essayer de tenir en 1 heure. Gros défi, gros Mais challenge. je vais relever ton challenge, éviter les multiples directions et rester centré sur le sujet. Allez, c'est parti. Déjà, Alain, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est l'épigénétique? L'épigénétique, c'est l'impact de notre environnement sur l'expression de nos gènes. Je dis bien l'expression de nos gènes, hein, d'accord? C'est la manière dont ils vont s'exprimer. Voilà. C'est très important de conscientiser ça. De plus, donc, comme c'est l'impact de l'environnement, il faut sous-entendre que notre comportement va engendrer des réactions et c'est ces réactions qui vont moduler l'expression des gènes. Ça veut dire en clair que ça nous rend responsables de notre devenir, puisque les scientifiques révèlent que l'épigénétique est vraiment cette perception à 85% de notre avenir et de notre santé. Voilà, ça veut dire que la génétique n'est là que pour 15%. Donc, vous voyez, Ok. en réalité, c'est comme si on vous disait, voilà, on vous donne une possibilité, c'est d'être responsable de votre devenir et de votre santé. À ce sujet-là, Domiti, comme tu me l'as si bien dit hors vidéo, de définir le capital santé. Qu'est-ce que c'est le capital santé? À la naissance, on est doté d'un capital, hein, ça s'appelle comme ça, d'un capital santé. Et il faut bien conscientiser que le capital santé, il est modulable dans tous les sens. C'est-à-dire, on peut le faire fructifier comme on peut comme on peut le perdre. Hein, d'accord? Et de par expérience, alors c'est vrai, c'est un retour, hein, j'y peux rien, hein, mais les gens savent plus ce qu'ils ont sur leur capital financier, plus que ce qu'ils ont dans leur capital santé. Hein. Donc moi, j'aimerais bien qu'on inverse un petit peu la chose, qu'on sache plus, qu'on connaisse mieux notre capital santé que notre capital financier. D'accord? Voilà, je pense que c'est intéressant et l'épigénétique va pouvoir, grâce à la synergie avec l'astrologie, va pouvoir justement nous permettre de faire fructifier ce capital santé. Ok. Si on décompose le mot épigénétique. Épi, c'est autour et génétique, donc autour du gène. Ok, très bien. Et donc ce capital santé, on peut le lire dans un thème natal. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui, dans un thème natal, va déterminer cette sensibilité aux mots? Comment tu lis le capital santé concrètement dans un thème? Alors, dans un thème natal, il y a bien entendu, c'est multifactoriel. Hein. Déjà, vous avez ce qui est très connu, les maisons de santé, un 6, 8, 12. Voilà. Oui. Alors, et tout ce qui s'y rapporte, hein, pour ceux qui pratiquent l'astrologie, tout ce qui s'y rapporte, le maître de Heure, le maître en fait, tous ces facteurs astrologiques qui font l'interaction entre tous ces principes-là, bien entendu. Ensuite, nous avons très important les 4 éléments. Hein, c'est notre fondement. C'est notre fondement en termes d'énergie, en termes de réception, en termes de concrétisation et en termes de réflexion, d'analyse et d'intellectualisation des choses. Voilà. Et on est tous composés de ces 4 éléments, mais de manière différente. Et déjà, ça va nous donner une idée, une coloration de notre capital santé, si on est plutôt actif, si on est plutôt
plutôt cocooning réceptif, si on est plutôt dans la concrétisation ou si on est plutôt dans le côté mental et intellectuel des choses. Mhm. Ok, donc là tu viens de nous parler des 4 éléments, j'imagine. Exactement. Et quand tu parles, j'aime bien quand tu donnes des exemples concrets. Donc, par exemple, tu parles des maisons 1, 6, 8, 12. Par exemple, tu vois un thème qui est très habité par, enfin, prenons la maison 6, par exemple, avec 4 ou 5 planètes en maison 6. Qu'est-ce que tu te dis? Déjà, on va concevoir que la santé au quotidien va être très importante pour le consultant. Après, bien entendu, dans cet amas planétaire, il va falloir définir la planète dominante qui va colorer cet amas planétaire. Mhm. Et de par la qualité des planètes et de par cette coloration, eh bien, on va pouvoir tirer des informations, des connaissances qui vont nous permettre d'être plus en adéquation dans la gestion de notre capital santé et justement, de par l'épigénétique, de comprendre cette responsabilité qui nous est donnée, de par notre comportement, de pouvoir activer ou désactiver l'expression de certains gènes qui vont bien entendu occasionner des perturbations ou des rééquilibrages dans Mhm. notre physiologie. Mais quand je dis physiologie, c'est sur tous les plans, hein. Sur le plan donc physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan subtil, hein, parce que Mhm. tout impacte notre capital santé. Et tu fais bien de le préciser, tout impacte notre capital santé par les comportements que l'on a. On va pouvoir, et je le redis, être acteur de l'expression de nos gènes. C'est bien ça qu'il faut conscientiser dans cette relation entre l'épigénétique et l'astrologie. Mhm. L'astrologie, de par ses connaissances, va permettre de réguler des comportements qui vont justement aller dans le bon sens de l'expression de nos gènes. J'aime bien le terme bon sens. Hein. Bon Mhm. sens, ça peut être vu de plusieurs manières, c'est-à-dire la bonne direction, d'abord le bon sens, mais aussi le bon sens, c'est-à-dire l'attitude adéquate. Ok, du bon sens. Euh, Ah, euh, juste oui. une petite chose quand même. Ah, je vais dévier un petit peu, Ah Domiti, non, mais déjà, Alain, déjà. non, bon, Allez, il vas-y. faut, il faut T'as le droit à 3 concevoir. fois. Allez, d'accord, ça fait une. Il faut concevoir que, mais je dévie parce que c'est important dans la compréhension de ces principes-là. Nous, les êtres humains, pour déclencher le désir, je ne parle pas du désir sexuel, hein, je parle du désir qui est à la base de la vie. Hein. Pourquoi on se lève le matin? Parce qu'on a un désir, on a plein de désirs de faire plein de choses. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qui enclenche le désir? C'est le sens. Si on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, on n'a pas de désir. Et si on n'a pas de désir, on ne se lève pas. Et si on ne se lève pas, on meurt. Voilà, c'est simple. C'est pour ça que dans toutes ces compréhensions-là, on vous parle toujours de sens, d'accord? Perte de sens, perte de ci. Parce que quand on n'a pas de sens, on ne vit plus, d'accord? Alors, je fais toujours un petit parallèle sympa. Qu'est-ce qu'on met dans la voiture? Dans la voiture, on met de l'essence et sens. Et l'essence dans la voiture, elle sert à quoi? À avancer. Eh bien, nous, le sens des choses nous sert à avancer pas par le moteur, mais notre moteur à nous, c'est le désir. Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on n'a pas de désir et pas de sens, on va aussi impacter l'expression de nos gènes. Tout à fait. Ok. Bon, fin de la parenthèse, parce que si on commence à parler du sens, pareil, ça nécessiterait encore une C'est autre fermé, vidéo. ça y est. Pour histoire d'amener un peu de concret, est-ce qu'on peut passer en revue les 4 éléments? Par exemple, un thème qui contient beaucoup de feu, enfin voilà, un peu Avec plaisir. une Donc, surreprésentation de. Ok, allez, c'est parti. On commence par le feu. allez, on commence par le feu. Voilà. Donc, le feu, alors on va essayer d'être succinct pour ne pas dépasser l'heure. Hein. Voilà. Oui, et on Donc, rappelle on parle d'un global, on parle pas juste du soleil ou juste, voilà, c'est on parle un de global. l'élément feu.
Voilà. de l'élément feu. L'élément Et feu dans sa spécificité et pas, bien entendu, pas modulé par l'ensemble du thème. Tout ça, on voilà, parle vraiment de l'énergie pure feu. Voilà. un thème 100% feu, ça n'existe pas. Voilà. Non. Mais Ok. pour bien comprendre les choses, eh bien, on passe par la compréhension de la spécificité de l'élément dans sa fonction première, on va dire dans son état, dans son symbolisme, dans son Mm, sens. Voilà. Donc, il y a plusieurs notions du feu. Vous avez le feu du bélier qui est le feu du mouvement, hein, le feu de l'activité. Voilà. Et bien entendu, être actif, c'est de bonne loi. Être hyperactif, c'est là où les problématiques, elles commencent et où on a la possibilité de faire exprimer un gène par rapport justement à ce que provoque l'hyperactivité, de par tous les changements neurochimiques, tout ça. Bien, l'hyperactivité va engendrer une modulation de l'expression de certains gènes. Voilà. Ensuite, nous avons le feu, on va dire le feu du lion, qui est plutôt le feu passionnel. Donc la passion, là aussi, engendre tout des changements à l'intérieur de nous. Donc être passionné, oui, mais l'excès, là on parle d'excès toujours, d'excès ou d'hypo, hein. Hypo, hyper, c'est les deux pôles c'est les deux pôles extrêmes, hein. Donc Mhm. hypo, hyper, eh bien là c'est pareil, ça va engendrer de la tension, des tensions. Ces tensions vont aussi mettre en exergue nos chamboulements neurochimiques et de là, on va moduler l'expression des gènes. Et le feu du Sagittaire, c'est pareil, de par sa grande tension de ses perceptions d'équité, de philosophie, voilà, c'est aussi c'est un centaure, hein, le Jupiter, Mhm. le Sagittaire. Donc c'est un grand guerrier. Donc se, il se, il monte souvent dans les tours quand on met à mal ses idéaux, ses idées, son sens de l'équité, tout ça. Et donc à l'excès, bien entendu, ben, ça va engendrer des, des problématiques. Voilà. Tout ce Ok. qui est d'ailleurs en excès et certaines fois en hypo, bien, engendre des changements ou alors prive de quelque chose, hein. Si on se réfère à l'eau, par exemple, ben, l'eau, en général, les gens qui sont à dominante eau, ils n'aiment pas trop l'activité physique. C'est pas Oui. leur truc. Mais on sait que l'activité physique est essentielle à la bonne, à un état physiologique adapté. Voilà. Si on ne fait pas d'activité physique, on rentre dans la sédentarité et la sédentarité est la porte ouverte à un nombre incalculable de problématiques parce que justement, ça va permettre à certains gènes de s'éveiller. Si vous avez le gène de l'obésité et que vous êtes complètement inactif, forcément, ce gène, il va se régaler, hein, il va se réveiller, il va s'exprimer, mais alors de manière exponentielle. Voilà. Alors que si vous avez ce gène-là, mais que vous faites un minimum d'activité physique, eh bien, vous n'allez pas le réveiller. C'est ce qui est Mhm. important, hein. Voilà, c'est toute cette notion-là qui est ultra importante. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que tout peut être activé, mais tout peut être désactivé. Et bien entendu, dans la notion d'épigénétique, l'épigénétique est une modification héritable et réversible qui affecte l'expression des gènes sans modification de l'ADN. Ça veut dire quoi, pour être plus explicite, hein. Ça veut dire que en réalité, ça peut être hérité aussi, hein. Ça peut venir des grands-parents, des arrière-grands-parents qui vont vous léguer gentiment un petit truc, mais que c'est Mhm. réversible en réalité, de par votre compréhension, votre comportement de bonne loi, eh bien, ça Oui. va être, on peut enrayer, on peut rendre réversible. Donc, c'est une Mhm. bonne nouvelle parce que ça vous rend encore plus responsable. Voilà. Et Mhm. non seulement ça vous rend responsable, mais pensez bien que, par exemple, dans toutes les démarches transgénérationnelles, vous pouvez être acteur de l'arrêt, je dis Oui. bien, vous pouvez être acteur de l'arrêt d'une transmission de la lignée. Vous Mhm. imaginez la responsabilité que vous pouvez avoir.
Alors, je comprends bien qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des responsabilités et d'autres non. Là aussi, il va falloir se positionner de la bonne manière. Juste pour faire un petit encart sur l'épigénétique, pour bien que vous compreniez l'importance. Par exemple, les larves d'abeilles, suivant comment on les nourrit, ça va être une ouvrière ou ça va être une reine. Alors, Oui. je vous passe le pamphlet de l'alimentation que, si on a le temps, avec Domiti, 1 heure, 2 heures, on va pouvoir exploiter ou de manière très succincte. Mais vous vous retrouvez sous un autre plan, la même chose chez les tortues. Les tortues, elles vont devenir mâles ou femelles par rapport à la température ambiante. Vous imaginez un peu l'impact de l'environnement? Je crois que 29 degrés, c'est un mâle et 31, ça va devenir une femelle. Non, mais franchement, alors mettez ça à notre échelle. On fonctionne pareil. Hein. Les tortues, elles ont une physiologie différente, mais l'impact de l'environnement est similaire chez la tortue et chez nous. D'accord? Mais nous, on Oui. a en plus ce fabuleux, je vais dire, potentiel d'être acteur sur nos comportements et sur notre relation à notre écosystème, c'est-à-dire à notre environnement. Quel que soit cet environnement, je vous l'ai dit, physiologique, émotionnel, mental, subtil, tout ça. D'accord? Donc vraiment, j'aimerais vraiment qu'avec Domiti, c'est ce qu'on veut vous faire passer. D'accord? C'est que c'est vraiment très important. C'est un capital qui vaut beaucoup plus cher que ce que vous avez à la banque. Hein. D'accord? Parce que si vous n'avez pas ce capital-là, le capital que vous avez à la banque, il ne vaut plus rien. Voilà. Donc, on souhaiterait, on vous propose une sensibilisation à cette perception-là. Voilà. Et je pense que c'est hyper important. Tout à fait. Donc, Bon, est-ce on qu'on peut parlait des continuer? éléments. Oui. Oui, Donc tout à voilà, on a fait. Tu vu un peu avais le commencé un feu. petit peu à Voilà, on a vu un ouais. petit peu le feu, un petit peu l'eau dans ce sens d'inactivité, voilà, qui peut poser souci. Après, ben, vous avez la terre. Hein. La terre, c'est justement l'excès de concrétisation. On est toujours à vouloir concrétiser les choses. On va se mouvoir pour justement aussi se mettre en sécurité. Ça, c'est plus le côté taureau, mais aussi le côté consommation, l'hyperconsommation, qu'elle soit alimentaire ou le stress occasionné pour l'hyperconsommation, ben, va engendrer aussi une modification de l'expression de vos gènes. Alors, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Vous savez, ben, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les histoires. Pourquoi? Parce que les histoires, c'est des images mentales, et en neurosciences, on sait que les images mentales impactent plus le cerveau que les mots. Donc, on va droit dedans. On va droit dans l'image mentale. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très malheureux. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai beaucoup de sous, je vais acheter un bateau. Gros bateau, beau bateau, tout ça. Et je connais d'autres gens qui ont beaucoup d'argent, et le mec, il va acheter un bateau plus gros que le mien. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Ben, je vais chercher à acheter un bateau encore plus gros que celui que l'autre a acheté. Et tout ça, ça les rend très Eh sensibles ben au oui. stress. D'accord? Et ces gens-là, alors c'est pas ni voyer, ni j'en sais rien, parce qu'on est dans une époque un petit peu bizarre, donc je suis pas de gauche, pas de droite, pas de haut, pas d'en bas, je m'en fous, c'est pas le principe, mais c'est juste pour vous pour vous expliciter qu'en réalité, le stress, il peut être à tous les niveaux et de toutes les manières. Voilà. Et quand on est dans l'excès, on fournit forcément du stress. Et le stress est un des moyens les plus adaptés, par contre, pour modifier l'expression des gènes. Voilà. Pourquoi? Parce que ça déclenche toute une série de neurotransmetteurs, d'adrénaline, de cortisol et tout ça. Et à la longue, ben, c'est délétère pour l'expression des gènes. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le côté terre, hein, l'hyperconcrétisation, l'hypermatérialisation, l'hyperconsommation.
hein, et aussi tout ce qui est d'origine de l'épicurisme et tout ça. Et ensuite, après, nous avons l'air, et l'air est plus dans une perception de tension intellectuelle, hein, de stress, ce qu'on appelle de stress intellectuel. Et il y a un mot que j'affectionne particulièrement et que je vais vous Mhm. révéler. Ah, Ça dis-nous tout. s'appelle, oui, ben, tu vas voir, ça va acter. Ça s'appelle l'infobésité. Le trop plein d'infos intellectuelles stress. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les neuroscientifiques et notamment, enfin, je me rappelle plus son nom, mais c'est lui qui a sorti cette appellation d'infobésité. Le Mhm. trop gros apport d'informations, eh bien, vous rend susceptible Ouais. de modification de l'expression de vos gènes de manière délétère. Mhm. L'infobésité est vraiment associée à toutes les personnes qui ont une dominante R. D'accord? La Mhm. multiplicité d'informations, de connaissances, tout ça, ça crée un tel stress, eh bien, que ça va être extrêmement délétère. Donc là, Ok. vous avez Et une vision très succincte des perceptions élémentaires, mais je vous garantis que suivant votre dominante, ben, il serait de bonne loi mhm. de mettre en place des stratégies dont je sens que Domiti va nous demander lesquelles pour que ça Non mais soit... parce que je pense qu'on n'a pas encore fait l'eau non plus. Mais Ah, ben par oui, rapport oui, à oui, l'eau, on l'a fait très succinctement en vous parlant oui, très très d'inactivité, succinctement. voilà, et de tension Oui, émotionnelle aussi, hein. Vous savez que l'eau oui. est très sensible aux ambiances. D'accord. Les gens qui sont à dominante eau, ils sont très sensibles aux ambiances et de ce fait, les ambiances peuvent les stresser très rapidement. Et cet inconfort de l'ambiance, que ce soit au travail, que ce soit même familial ou que ce soit relationnel, eh bien, peut être délétère justement pour leur rapport à leur écosystème et donc à l'expression de leurs gènes. En réalité, vous avez Mhm. tout un panel d'options, on va dire, hein, d'interrupteurs sur, sur les gènes et suivant votre comportement, eh ben, vous allez les activer ou les désactiver. Certains, eh ben, ils vont être très ennuyeux. J'avais un exemple très rapide comme ça. Vous avez un gène qui s'appelle le F2RL3 qui dénomme le gène du cancer du fumeur. Si vous avez ce gène-là et que vous fumez, écoutez bien, vous avez 900% de chances de le mettre, de le réveiller. Et donc, de faire ce à quoi il est attribué. Voilà. Par contre, si vous ne fumez pas, eh bien, vous réduisez à peu près de 800%, c'est énorme, de 800% ce facteur de risque. Mhm. Voilà. Et ce point de vigilance à l'addiction, tu le repères dans un thème, j'imagine, pour en revenir à l'astrologie et au thème. Ben oui, déjà les positions neptuniennes, Neptune est associé à la dictologie, hein, enfin aux addictologies. Donc, de par la position de Neptune, en 1, 6, 8, 12, mais même Neptune en 3, parce que la 3 fait partie de la structure de la psyché, donc Neptune peut en 3 occasionner aussi on va dire une propension aux addictions. Voilà. Mhm. Et bien entendu, alors on ne va pas tous les faire, mais une relation Mercure-Neptune peut aussi engendrer ce genre de problème. Donc plutôt l'opposition, plutôt le carré, mais j'ai vu des problèmes d'addiction avec des Mercure-Neptune trigones, hein. Le tout, Mhm. c'est la relation et la qualité de la relation en réalité, hein. En astrologie, les aspects sont importants, mais la qualité de la relation, la qualité de leur positionnement va faire que même un trigone eh bien, peut engendrer des états addictifs. Et surtout, j'ai remarqué aussi, mais plus du côté dépressif, les,
les carrés ou les oppositions Soleil-Neptune aussi engendrent cette propension aux dépressions et qui peut engendrer, pour se sortir de la réalité, d'accord, on est dépressif, donc on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va s'anesthésier le cerveau. Par quoi? Oui. Par des addictions. Voilà. Bon, après, une fois que bon, c'est identifié dans le thème, c'est conscientisé, etc., qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que là, on peut se dire que avec Neptune ou autre, c'est plutôt une dominante, enfin, c'est plutôt beaucoup d'eau qui te noie et qui fait que, avec toute cette eau, tu l'emmènes vers le feu, peut-être? Tu vas... Voilà. Alors, il y a, on peut voir ça de plusieurs manières en réalité. Quand vous avez un aspect comme ça, Neptune-Soleil par exemple, et que vous savez que c'est la porte ouverte à justement. Alors, il faut bien conscientiser la différence, hein. Neptune-Soleil, alors c'est pas une généralité aussi, hein, ne bondissez pas sur votre fauteuil, c'est pas Bien une sûr. généralité, mais c'est des choses qui se reproduisent quand même assez souvent. Il y a un principe, c'est que déjà la connaissance. La connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance de quelque chose permet de sortir de l'ombre. D'ailleurs, je vais vous faire un rapport très rapide. Qu'est-ce que c'est qui engendre la peur? C'est l'ignorance. À partir du moment où on acquiert la connaissance par rapport à notre ignorance, notre peur s'en va. Donc, si vous expliquez à la personne qu'elle détient ça en elle, qu'il y a telle et telle possibilité parce qu'elle a ça, donc le fait de lui donner cette connaissance, déjà, ça va lui faire un point de repère concret pour pouvoir intervenir dessus. Voilà. Et de par sa... Alors, il faut bien conscientiser que l'astrologue, il n'est pas là pour dire à la personne ce qu'elle a à faire, hein. Jamais. Parce que c'est de l'abus d'autorité. On va proposer et la personne, elle va expérimenter, hein. Proposition, expérimentation, validation. Et la personne, elle va valider vos informations et elle va pouvoir se dire, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne pas, donc on expérimente autre chose. Voilà. Déjà, le premier principe, et ça c'est valable pour tout, c'est amener la connaissance nécessaire à la personne pour qu'elle prenne conscience de ses options. D'accord? Donc qu'elle prenne conscience qu'elle a un aspect tel, un tel, qui peut occasionner ça. Et quand on sait quelque chose, avant que ça se passe, ça s'appelle de la prévention. Voilà. Et de l'anticipation. Et vous savez très bien, maintenant, il existe des médecines qui fonctionnent par l'anticipation et par la prévention. D'accord? Voilà. Donc, on va être dans cette démarche-là. Après, on peut expliquer aussi, donner les connaissances à la personne par rapport à son thème, de ce qui peut déclencher justement ces perceptions-là. Par exemple, Neptune-Soleil, sa manière dont elle est perçue, hein, le retour des autres, le regard des autres peut engendrer ce système de dépression qui va engendrer à lui-même le besoin de s'anesthésier de ce ressenti et on va consommer des choses qui vont nous permettre de nous anesthésier. Il faut bien, après, bon, en astrologie médicale, pourquoi je vous parle d'anesthésie en réalité? Parce qu'en astrologie médicale, Neptune représente les anesthésies, hein. Et ça, en astrologie médicale, Neptune représente les anesthésies, les comas, mais aussi les addictions qui vont permettre une perte de conscience. Donc, vous suivez bien le fil, tout ce qui est perte de conscience, donc ça soit les comas, les anesthésies, tout ce qui va nous permettre de nous sortir de la réalité, eh bien, est d'origine neptunienne. L'alcoolisme, tout ça, voilà. Mais même, ce qui est intéressant, Domiti, c'est de percevoir que même la lecture en excès peut être aussi addictive, hein. D'accord? Vous avez des gens qui lisent beaucoup parce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Alors, vous allez me dire, c'est moins nocif que, que d'autres addictions, mais ça peut être très nocif parce qu'ils ne sont plus dans la réalité des choses et ils vivent par extrapolation. Et là, c'est pareil, ils délaissent la réalité dont ils sont le représentant pour eux. Voilà. Et ça peut aussi occasionner, eh bien,
des, des expressions de gènes inadaptés. Mhm. Ok. Est-ce que je peux partager un thème que tu m'as envoyé pour que tu le prennes en exemple? Nous sommes là pour partager. Voilà, donc tu m'as envoyé ce thème-là. Alors, donc là, on voit le Neptune en 1 notamment. Est-ce Voilà, que tu... alors là, c'est là. Bon, après, vous pouvez toujours jouer sur l'orbe des aspects, donc ça va faire venir un aspect de plus ou de moins. Mhm, Mais vous voyez là, par exemple, que Neptune, il est en Vierge, d'accord? Donc, il n'est pas. On va dire, voilà. Ben, merci, Domiti. Merci, merci, merci. C'est très intéressant parce que ça rend concret ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la nature des principes. Tu te rappelles? On a parlé de la nature des principes et pas forcément des aspects. Tu te rappelles de ça? Bon. mhm, mhm. Donc là, c'est intéressant parce que il y a des aspects qui sont pas nocifs, hein, de par principe, mais par contre, la position de Neptune en Vierge, c'est pas top, hein. On met quelque chose d'impalpable, de nébuleux, d'hypersensible, voilà, de de toutes ces perceptions un petit peu non concrètes dans un sens, parce qu'elles sont très concrètes dans l'autre. Mais on va dire au niveau de la matière, c'est moins concret. Voilà. Eh bien là, ce thème-là, cette personne-là, je vais dire, eh bien, elle a fait un nombre de dépressions importantes. Pourquoi? Parce qu'elle a une hyperactivité mentale et le rationnel et l'irrationnel ben, se sont emmêlés les pinceaux. Et elle a un peu perdu la boussole, c'est le cas de le dire. La Vierge, elle a complètement perdu la boussole. Et les deux côtés étant Mhm. insatisfaits, eh bien, elle s'est réfugiée dans la dépression. Et bien entendu, pour enrayer la dépression, pour que ça soit supportable, elle est allée vers des voies alimentaires inadaptées. Et elle a eu, bien entendu, les répercussions de ces voies alimentaires inadaptées qui se sont mis en place. Voilà. Mhm. Oui, et puis je vois aussi Et Jupiter Poisson en 6 aussi, qui vient... voilà, exactement. Exactement. Donc, il y a eu cette perception de l'excès d'annihilation, hein, de toutes ces perceptions mentales, hein, de tout ce brouillard, cette nébulosité mentale qui l'a amené à avoir des problèmes de santé très, très graves, Mhm. je dirais. Voilà. Mhm. Après, bien entendu, on peut faire une interprétation Oui. astrologie médicale beaucoup plus pointue, hein, mais c'est Mhm. juste pour vous C'est un exemple. situer, hein, Ok. voilà, mais C'était un juste un exemple, exemple. mais voilà, mais ce qui était intéressant, c'était de percevoir que Neptune, il a joué un rôle, on va dire, délétère, parce que sa nature ne correspond pas à la nature du signe où il se trouvait. Simplement, Mhm. même s'il y avait un bon aspect, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Que la nature des facteurs en jeu est aussi importante, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un trigone que tout va bien. Si la nature des facteurs en jeu n'est pas, de bonne qualité, ben forcément, le Mhm. trigone, il va pas tout Mhm. arranger, hein. Mhm. Ok. On peut prendre un autre exemple? Oui, 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 prenons des exemples. Alors, Exemplons. exemple suivant. Voilà. Alors, l'exemple Une... suivant, vas-y, Domiti, si tu veux en parler un peu Non, bah aussi, là, hein. forcément, ce qui attire l'œil tout de suite, c'est cette maison 6 qui est... Il y a du monde là-dedans, quoi. Ah, bah oui, il y a du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce monde-là, il est un peu opposé à l'ascendant. D'accord? En plus. Et nous avons une conjonction Soleil-Pluton qui est la faculté d'un phénomène introspectif très puissant avec des destructions très puissantes. D'accord? Et cela a engendré, bien entendu, une réaction psycho-émotionnelle
qui a été délétère pour l'expression des gènes. Hein. Vous voyez, ça, c'est quand même, ça part de tous les côtés. Hein. C'est très puissant. Et de plus, en ascendant, vous avez la Lune, hein, la Lune qui augmente justement cette perception émotionnelle des choses. Donc, tout ce remue-ménage analytique, parce que ce sont des introspections analytiques, hein, Soleil, Pluton dans le signe de la Vierge, ça va engendrer une réaction émotionnelle très forte. Et donc engendrer un stress fort, en plus un mal-être relationnel, et de ce fait vont naître les gros soucis. D'accord. Bon, après c'est toujours pareil, on peut aller plus loin dans l'interprétation, mais si on va loin dans les interprétations, on n'aura pas le temps de parler du reste. Tout à fait. Merci Alain de remettre un point sur le timing. Je suis fière de toi. Tu m'as bien briefé, hein. Alors moi, je fais attention. J'essaye. Bon, alors, où est-ce qu'on en était dans notre trame? Oui, j'avais une petite question. Là, on a parlé des choses qui se voyaient comme le nez au milieu de la figure, hein, des éléments, des dominantes planétaires, etc. Est-ce que des planètes qui n'ont pas forcément une grande importance au natal, enfin ne sont pas très valorisées au natal, peuvent prendre une importance particulière au cours de la vie et toquer à la porte quelque part un beau matin et se rappeler à notre bon souvenir via des symptômes, des maladies. Est-ce que ma question est claire? Ah, t'es un peu compliqué, non? Moi, je la conscientise. Oui, bien sûr, et tu as tout à fait raison. Et le fond de ma question, c'est, par exemple, je me réveille un matin avec un mal, j'en sais rien, moi, au cœur, au dos, etc., de me dire, tiens, c'est quoi le message et est-ce que je peux me servir de mon thème pour aller mettre en correspondance le mal par rapport à la planète et se dire, tiens, quel est le message? Là, tu es adorable, mais tu me fais un piège là, parce que la réponse, elle est tellement grande, enfin, elle demande tellement d'explications dans tous les sens que je vais essayer quand même d'être le plus concis possible. Voilà. Ok. Alors, déjà pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne beaucoup de choses, notamment la compréhension de la langue des oiseaux et de justement tout le codage du langage. Alors, je vais vous partager un truc. C'est une proposition, hein, comme tout. Hein. Moi, la manière dont j'œuvre est la suivante. J'œuvre par le questionnement, donc tous les profanes, les élèves avaient appelé ça. Voilà. C'est par le questionnement qu'on va éveiller en la personne ce dont elle a besoin. Et le langage est une forme de décodage de la personne, mais aussi de sa perception de ses interactions, très importante. Et alors, je vais faire très court, très vite. Il y a quelque chose que tout le monde a entendu, c'est la maladie. Le mal a dit. D'accord. Le mal a dit. Oh là là, le mal, il a dit. Ça voudrait dire que le mal que vous avez vous informe de quelque chose. Ce qui peut être le cas, ce qui peut être licite. Hein. Mais il y a une autre perception que je vous propose. Et vous allez comprendre la subtilité de cette compréhension. Le mal a dit. Alors, vous savez que il y a deux symboles, le soleil et la lune. Je bouge les doigts. Le soleil et la lune. La lune est réceptrice et intérieure, hein, c'est dans ses attributs. Hein, d'accord. Donc, c'est le féminin. Le féminin est plutôt récepteur et intériorisé, la lune. Le soleil, lui, il est plutôt émetteur. Et puis, il va être rayonnant, on va dire. Il va être tourné vers l'extérieur. Hein. C'est pour ça que la lune intérieure, le soleil est extérieur, la lune inconscient, le soleil conscient, subjectif, objectif. Voilà. Eh bien, le mal a dit, qu'est-ce qui est dans son principe fondamental tourné vers l'extérieur et qui va émettre? C'est le côté masculin. Le mal a dit, pas le mal, mais le mal, côté masculin, c'est son rôle d'exprimer vers l'extérieur.
D'ailleurs, que ce soit en psycho ou dans toutes ces voies-là, on vous exprime toujours que la personne qui a le plus d'atouts masculins, c'est celui, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, c'est celui qui va se positionner par rapport à l'extérieur. Et l'autre membre du couple, ben, qui est forcément, qui a plus d'atouts féminins, va se positionner dans tout ce qui est intérieur au couple. Voilà. Et donc le maladie, ça veut dire que c'est le côté masculin, l'énergie masculine en vous qui va vous exprimer qu'il y a un déséquilibre entre le principe féminin et masculin à l'intérieur de vous par justement par la maladie. D'accord? Et vous pouvez aussi concevoir cette expression, le maladie, de cette manière-là, qui est, à mon sens, plus cohérente que le simple fait de dire le mal a dit. Le mal, il a dit, mais le mal, il a dit quoi? Ben, le mal, il a dit le mal. Mais en réalité, si vous percevez que le mal est cette notion de déséquilibre en vous entre les deux principes fondamentaux, eh bien, vous allez déjà percevoir la maladie d'une autre manière, d'un autre principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être question de rééquilibrer en vous des principes qui sont donc déséquilibrés et on va en arriver, bien entendu, à la perception de l'homéostasie. Homéostasie qui veut dire je reviens à mon état d'équilibre. Voilà. Connaissance importante que je vous propose de maturer et de vous ouvrir au questionnement sur ce principe et après vous expérimenterez et comme d'habitude vous validerez ou pas. Ok. Bon, mais dans tous les cas, il y a un message derrière la maladie, que ce soit le Bien mal ou sûr, que ce soit le mal. Le mal. bien sûr qu'il y a un message. Et c'est Et, toujours un message de déséquilibre et ce déséquilibre va engendrer l'expression de oui. gènes Mais forcément inadaptés. ok, mais alors si je me permets de te reposer la question pour venir chercher en fait des clés concrètes de décryptage en fait de ces maladies, de ces mots à travers l'astrologie, à travers notre thème. Est-ce que ça peut aussi passer par les transits, les progressions, la révolution solaire? Enfin, est-ce que tu as Bien sûr, des petites astuces, des petites clés pour à nous apprendre à décoder? Voilà. j'ai plein de stratégies. D'ailleurs, j'enseigne que des stratégies parce que dans ma perception des choses, la théorie c'est bien, mais la mise en pratique c'est beaucoup mieux. Et en plus, ajouter des stratégies pour pouvoir agir de manière concrète sur tout ce qui est un petit peu inadapté, eh ben, c'est encore mieux. Donc voilà, donc comment on va percevoir? Comme l'a dit Domiti, si on prend par exemple, allez, on va prendre les transits pour commencer. Les transits ne sont parlants que si il existe la possibilité dans le thème natal. D'accord? Si vous avez un transit d'Uranus en 1, là par contre ça peut être parlant, même si la possibilité est moindre ou on va dire pas existante, mais ça va pas être alors ça peut être parlant, mais ça sera jamais aussi parlant que si Uranus à la naissance est en 12, par exemple. D'accord? Mhm. Donc là, ça va prendre une autre dimension. Et en réalité, ce qui est important, c'est le rapport entre les transits et le natal. Et idem pour la révolution solaire. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la révolution solaire, là n'est pas le principe. Le principe, il est simplement de bien conscientiser que c'est toujours le rapport de la technique que l'on emploie avec les possibilités dans le thème natal. Voilà. Si vous avez, par exemple, une interaction Mars-Saturne, eh bien là, c'est un petit peu compliqué parce que vous allez unir l'aigu et le chronique. Donc, forcément, eh bien, vous allez avoir quelque chose d'aigu et qui va rester dans le temps. Or, quand on dit chronique, le temps sera déterminé, bien entendu. Bah, si c'est une révolution solaire, normalement, ça va passer, ça va passer dans l'année. Voilà. Après, bon, il y a diverses possibilités.
Mais il y a toujours cette perception-là du rapport entre le moment T et les possibilités du thème natal. Voilà. Ça, c'est très important de le préciser. J'aimerais un petit peu revenir sur l'aspect épigénétique. N'oubliez pas toujours ce principe, et c'est sur lequel on appuie avec Domiti, c'est que vous êtes responsable. Les gens n'aiment pas, beaucoup de gens n'aiment pas la responsabilité. Mais là, vous êtes responsable. Tous vos comportements qui sont spécifiés dans votre thème, et c'est là où c'est aussi important de le rappeler, c'est que quand vous achetez une machine à laver, vous avez un mode d'emploi. C'est facile, vous le lisez, vous savez où appuyer, tout marche bien. Quand vous arrivez sur Terre, le mode d'emploi, ben, vous ne l'avez pas. Et le mode d'emploi, c'est quoi? Ben, c'est aussi, vous pouvez percevoir comme un mode d'emploi votre thème de naissance. Hein. D'ailleurs, on dit de notoriété que le thème natal, c'est la photographie de l'instant du ciel à l'instant de votre naissance. Donc photographie, photon, lumière, graphie, écriture. Donc c'est l'écriture lumineuse du ciel au moment de votre naissance. Qui dit lumineux, bien entendu, dit subtil et divin. Voilà, si on va dans ces perceptions, de ces compréhensions-là. Donc c'est votre mode d'emploi. Et vous avez, pour tous ceux qui pratiquent l'astrologie et tous ceux qui ont un intérêt pour l'astrologie, vous avez la fabuleuse opportunité d'avoir accès à votre mode d'emploi. Et de là, vous pouvez bien entendu apprendre plein de choses pour corriger ce qui est inadapté en vous. Pour revenir à ce que disait Domiti et pour répondre de manière concrète, alors, moi j'ai remarqué, hein, ça c'est issu, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années, donc quand même un certain nombre de thèmes, et puis dans d'autres voies ésotériques, où Jupiter est peut-être le grand bénéfique sous un certain angle, mais c'est aussi le grand excessif. Et méfiez-vous des interactions avec Jupiter. Ça amène souvent de l'excessivité. Et de l'excessivité va naître des comportements inadaptés qui vont moduler l'expression de vos gènes. À ce sujet-là, j'ai écrit, je ne sais plus quand, je crois que c'est dans les années 93, si je ne me trompe pas, un article sur l'astrologie médicale qui était paru dans Astralis, la revue du Cédra à l'époque. Je sais pas, je crois que ça existe toujours. Je sais pas, bon, peu importe. Et j'avais pris comme exemple, j'avais appelé ça signification des planètes en astrologie médicale, un truc comme ça. Oui. Et ce qui était important, j'avais fait l'étude d'une personne qui avait eu et qui en est décédée d'ailleurs, un cancer de la langue. Mmh. Et le moment où Jupiter est passé dans un endroit, je crois que c'était en maison 12. Ben, si vous le voulez, vous m'envoyez un mail, enfin, vous nous envoyez un mail et on vous renverra là. Je vous renverrai l'article. Et c'est à ce moment-là où le cancer a flambé et la personne a disparu. Mmh. Donc, je prends toute précaution, bien entendu, parce qu'on est à une époque où il vaut mieux anticiper. Donc, ce que je vous dis là n'est pas généralité. Entendons-nous bien. Ce sont des connaissances, des exemples, voilà. Mais je n'en fais pas une généralité. Je vous partage mon expérience et ça s'arrête là, voilà. Donc, il peut y avoir des cas où Jupiter est passé, ou bien entendu, voilà. Sans ça, on serait plus dans l'art astrologique, on serait dans la science astrologique. Si tout se répercutait toujours de la même manière sur les mêmes positions, ça s'appellerait une science. Voilà. Bien que certains augurent de ce titre pour l'astrologie, mais dans la science pure et dure, on peut pas, par rapport à la compréhension aux règles de la science pure et dure, l'astrologie ne peut pas être une science. Voilà. Mmh.
Ok. Est-ce que tu veux nous parler, et puis il reste 10 minutes, donc peut-être que tu vas même faire les 10 minutes là-dessus, de ce qu'est la sagesse? Ah, la sagesse, Alors, et c'est une très bonne question, Domiti, on peut relier la sagesse à la modification de l'expression des gènes. Alors, vous allez me dire, le monsieur, il n'a pas pris ses gouttes, donc. Mais bon, écoutez quand même, hein, même si vous pensez que je n'ai pas pris mes gouttes, vous pouvez quand même tendre une oreille. La sagesse, c'est la faculté de penser contre son cerveau. C'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce qu'on est constitué d'une certaine manière, on a une certaine structure et on a des automatismes. D'accord? On a ce que j'appelle moi des automatismes structurels. C'est-à-dire, dans notre cerveau, on a des ressources et on va se servir de ces ressources pour tous les comportements, les réflexions, les idées, tout ça. Voilà. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vient enrayer ce fonctionnement automatique, d'accord? C'est-à-dire, tous les matins, je me lève de mon lit du même pied, je vais dans la même pièce, et tataï et tout ça, ça peut durer 300, non pas 300 ans, on va dire un certain temps. Voilà. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vient enrayer ça, et qu'est-ce que c'est qui peut enrayer ça? Ben c'est la faculté de se dire, bon, ben demain matin, je me lève du pied droit ou du pied gauche. Et je ne vais pas à la cuisine, je vais où vous voulez. Voilà. Et ça va changer votre vie. D'accord? Si vous avez cette fabuleuse capacité de penser contre votre cerveau, eh bien, c'est là où la vie va changer. Et c'est là où, en réalité, grâce à cette faculté-là, vous pourrez modifier en vous tout ce qui est inadapté. Grâce à la faculté de penser contre votre cerveau, vous aurez accès aux trois principes de l'être, c'est-à-dire de la personne en voie d'éveil. Discernement, cohérence, innocuité. Innocuité, ça veut dire d'être nocif pour rien et pour personne. Et ça rejoint l'épigénétique. Si vous n'êtes pas nocif pour rien et pour personne, eh bien, vos comportements, ils seront adaptés et vous ne déclencherez pas l'expression de gènes qui peuvent engendrer des possibilités pas très agréables. Voilà. Donc vraiment, essayez simplement de maturer ça, hein. Expérimentez-le, hein, c'est le mot, c'est le quatrième mot, c'est expérimenter. Et vraiment, mettez-vous dans cette démarche d'expérimentation. À chaque fois où vous percevez que quelque chose est inadapté, eh bien, pensez contre votre cerveau, modulez les choses. D'accord? Alors, bien entendu, on a tous, et moi le premier, des comportements qu'on ne conscientise pas. D'accord? C'est-à-dire, je fais le truc parce que je l'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai ce formatage, je suis foutu comme ça, j'ai cette structure, donc je fais ça. Voilà. Et comment prendre conscience, en réalité, que mon cerveau, il fait ce qui m'est adapté, c'est-à-dire en rapport de ma structure, et moi, je ne peux pas le reconnaître, ça. Je ne peux pas en avoir conscience. Eh bien oui, vous en avez conscience. Et vous savez ce que c'est? Cette prise de conscience, c'est les contextes que vous vivez. Si vous êtes malade, si vous êtes souvent patraque, si vous êtes machin, ben c'est que vous avez un fonctionnement avec des automatismes qui est inadapté. Et de là, vous regardez le contexte, vous regardez à quoi il correspond et vous pensez contre votre cerveau, c'est-à-dire vous mettez des principes en place différents pour avoir des répercussions différentes. Et de là, bien entendu, ça va jouer sur l'expression de vos gènes. Est-ce Mhm. que j'ai été clair, Domiti? Oui, tout à fait. C'est en gros, je reprends mon mode d'emploi, qui est mon thème. Et est-ce que je ne serais pas allée trop loin dans Cette démarche, dans cette tendance? Voilà. compréhension, dans cette Oui. conception des choses, mais ça marche de partout. Vous pouvez être, vous savez, il y a un principe aussi que alors là, je vous parle d'astrologie initiatique, voilà, de toute l'astrologie ésotérique, astrologie d'éveil et toutes ces perceptions-là. Il y a quelque chose qui est important, c'est la croyance. C'est bien placé, surtout en astrologie ésotérique. On va vous dire, oui, bon, l'astrologie ésotérique,
En réalité, c'est pas du tout ça. L'astrologie ésotérique, d'éveil, ou ce que vous voulez, justement, elle est très subtile parce qu'elle va vous éveiller à des principes que vous ne pouvez pas percevoir autrement. Voilà. Et ça, c'est très utile. Je vais vous parler de la croyance il y a 3 secondes. La croyance, elle peut être de bonne aloi ou elle peut être délétère. Si vous êtes dans la croyance, ce que j'appelle moi fixe, enfin, c'est pas que moi qui l'appelle comme ça, mais c'est pour bien la repérer, la croyance fixe, c'est-à-dire je reste dans ce que je crois. Là, vous allez, votre épigénétique, au bout d'un moment, il va vous parler, lui, par contre, hein, et il va vous parler de manière très précise. La croyance, il faut qu'elle soit modulable. C'est-à-dire, dans l'instant T, je perçois ça, je crois à ça, mais je me laisse la porte ouverte par la possibilité, déjà, de penser contre mon cerveau, donc par ma sagesse, de vraiment avoir en moi cette possibilité que ma croyance peut changer, qu'elle est modulable, exactement comme l'expression des gènes, modulable, réversible. Eh bien, faites. C'est une des perceptions que je rencontre souvent quand vraiment on entame une voie d'éveil avec la personne par rapport à son thème, c'est les croyances. On a, au départ, avant d'entrer dans ces voies d'éveil, on a en nous, je dirais, la fâcheuse habitude de croire. On croit. Mais on croit fixe, hein. On ne croit pas modulable, on croit fixe. Et quand on croit fixe, eh bien, on reste dans les mêmes démarches, dans les mêmes structures, dans les mêmes automatismes. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des facteurs dans le thème, hein, comme, alors je reviens un petit peu à ces facteurs-là, mais Mercure, maison 3, Neptune, maison 12, maison 8, d'accord? Ben, on a tous ces principes-là qui vont nous indiquer si la personne, elle est dans une croyance plutôt fixe ou plutôt modulable. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, alors là, je reviens à des principes, je ne fais pas de dérapage, hein. Je reviens à des principes, alors là, c'est pareil, hein, ne prenez pas au mot, hein, ce sont des exemples, il y a plein de choses qui modulent plein de choses, donc ne vous mettez pas, hein, ne soyez pas dans la croyance fixe, justement, hein. Quand on a une majorité de fixe, c'est-à-dire vraiment une majorité de fixe, eh bien, on peut déjà investiguer avec la personne, hein, parce que c'est toujours en accord avec la personne, c'est toujours en dialogue avec la personne. On va vraiment essayer de percevoir si la personne, elle est dans la croyance fixe, justement, d'accord? Qu'elle a cette faculté de pouvoir penser contre son cerveau, ou si c'est plus compliqué pour elle. Et de là, tout un cheminement merveilleux d'ouverture de soi. Hein. Ouverture, c'est oh, je m'ouvre, je reçois, je m'ouvre, j'accueille, tout ça. Ben, la position des bras est très parlante. Hein. Ça, c'est du décodage gestuel. Quand vous ouvrez les bras comme ça, ben vous êtes prêt à accueillir les choses. Quand vous mettez comme ça, là, c'est tout cristallisé, c'est tout comme ça. Hein. D'accord? Ben, vous allez pouvoir, si justement, investiguer et puis agir sur cette fixité des croyances. Hein. Donc, tout par le questionnement, par la discussion, par l'interaction, voilà, on va pouvoir moduler. Et ça, c'est un bonheur. Hein. Quand on commence à sortir de la croyance fixe, ce qui va nous donner la possibilité de penser contre notre cerveau, donc d'aller dans la voie de la sagesse. Quand on est dans cette voie de pouvoir penser contre son cerveau, ça va ouvrir la porte à la sérénité parce qu'on sait de manière consciente qu'on va pouvoir agir sur ce qui nous pose aussi. Voilà. Voilà, Domiti. J'espère avoir répondu à ta question. Et bien entendu, il est d'une grande importance d'expérimenter tout ça. Hein. C'est ce que je vous propose là, c'est de vous poser des questions et de répondre, vous, à ces questions, d'expérimenter. Et voilà. Et si vous avez justement un questionnement auquel vous ne trouvez pas de réponse, il est toujours temps d'aller voir quelqu'un qui va vous accompagner, et c'est ce que je fais tout le temps, hein, d'accompagner les gens dans cette voie de questionnement.
Juste un petit mot aussi, avant que Domiti, les cheveux, ils se dressent sur la tête. Euh, juste, juste, euh, juste voilà, ce petit mot qui est ultra important, c'est que soyez toujours dans le questionnement. Comment fonctionnent les enfants? Vous savez comment vous avez tous vu des enfants. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ben, ils se construisent par le pourquoi. Et le pourquoi est une question. Hein, d'accord? Eh ben, nous, on n'est pas différents. Hein. On fonctionne toujours de la même manière, mais quand on est grand, tout ça, on a plus de problèmes à dire et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Eh ben, la base de l'initiation, vous allez voir quelqu'un et vous lui dites et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et par le pourquoi, si la personne est un bon initiateur, il ne va pas vraiment vous répondre. Il va vous donner les connaissances pour que vous-même, vous trouviez la réponse à votre question. Et c'est comme ça que vous allez la valider parce que ça va être votre vécu. Et on ne va pas vous balancer une connaissance, une croyance fixe. D'accord? C'est le questionnement, la connaissance qui va vous être donnée, sur lesquelles vous allez maturer, et la réponse va naître. Et bien entendu, l'initiateur qui vous accompagne, il va quand même mettre quelques guides pour que vous alliez dans la bonne direction. Mais tout part de la question. D'ailleurs, ça s'appelle le questionnement socratique ou la maïeutique ou ce que vous voulez, bon, peu importe. Mais Socrate, alors je ne suis pas Socrate, bien non. Je suis pas Socrate. Mais ce qui est intéressant, c'est ce fonctionnement-là. Les acquis directs, les recettes, ça ne marche pas. Voilà. Ça peut faire un pansement pendant quelques temps, mais le seul moyen d'évoluer, d'aller vers l'être que vous êtes, c'est par le questionnement. Et pas que. Je vais vous faire un petit peu de langue des oiseaux. Il doit rester 38 secondes 52. Ouais, allez, 38 secondes, vas-y. Allez, 38 secondes. Vous faire un peu de langue des oiseaux. Les enfants, ils ont deux principes. Le premier, c'est et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et le deuxième, c'est l'expérimentation. Et pour un enfant, l'expérimentation, c'est quoi? C'est le jeu. Il joue, le jeu. Et dans la langue des oiseaux, le jeu et le jeu, phonétiquement, idem. D'accord? Donc ça veut dire qu'on construit le jeu par le jeu. D'accord? Et donc jouez, prenez la vie un petit peu comme un jeu. Jouez. Et jouer, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est expérimenter. Le jeu est expérimentation. Hein. Le gamin, il va prendre des cubes, il va les mettre comme ça, blah, ça tombe. Merde, ça marche pas comme ça. Il va les mettre comme ça, ah, plaf, ça tombe, ça marche pas. Il va les mettre, ah, ça tient. Je valide. Eh bien voilà, soyez des joueurs. Jouez. Jouer, ça veut dire expérimenter. Et quand vous expérimentez, vous ne pouvez pas être dans la croyance fixe. Voilà. Bon, Alain, on vient de se quitter d'une heure de vidéo sur l'épigénétique et l'astrologie. On s'est rendu compte qu'on avait oublié de parler du microbiote. Et donc, on se fait une petite capsule. On a, allez, un quart d'heure, 20 minutes pour parler du microbiote. C'est suffisant, Alain? Oui. Oui. Pour les bases, c'est suffisant. Allez. Oh Initiation au microbiote. Alors, allez. Déjà, on va définir l'importance du microbiote. Alors, comme je vous dis toujours, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Tout ce dont je vais vous parler, c'est issu voilà, ça, c'est sourcé, donc je peux vous donner les sources, mais c'est retransmis par rapport à une perception très concrète et en relation, bien entendu, toujours avec ce merveilleux outil qui est l'astrologie. Voilà. Oui. Donc, le microbiote est très important à plusieurs titres. Déjà, parce qu'il intervient de manière importante dans l'expression des gènes. Le microbiote régule beaucoup de choses, notamment dans le côté alimentaire. Tout le côté nutrition est géré par le microbiote, tout le côté immunitaire est géré par le microbiote, et aussi au niveau des neurotransmetteurs et aussi au niveau du système nerveux par le système nerveux gastro-entérique. Bon, voilà. Ça,
Et juste pour situer la chose. Maintenant, le côté subtil, le côté ésotérique, tout ça, c'est vraiment de percevoir qu'on n'est pas des êtres monoblocs. Nous sommes des êtres faits de plusieurs populations. Donc, déjà, le microbiote en lui est fait de différentes populations qui sont en équilibre. Important. Ils s'équilibrent. Si vous avez trop d'Escherichia coli, ben vous êtes malade. Mais on a quand même des Escherichia coli, mais elles sont équilibrées par les autres populations. Pour faire très court, donc il y a ces micro-organismes qui sont à chaque fois des populations différentes, qui vivent en interaction, et cette interaction va permettre à un organisme plus grand, nous, de vivre et de perdurer, tant qu'on a le microbiote. Voilà. Et après, dans les perceptions ésotériques, nous-mêmes, on peut être, alors si vous retransmettez l'image que je vous ai donnée du microbiote, eh bien nous, on peut être différents organismes, tous les êtres humains qui vivent en interaction pour la vie d'un organisme plus grand. On va s'arrêter là pour ce principe-là. Voilà. Mais on va revenir au microbiote, à l'épigénétique et à l'astrologie. Les personnes qui ont une dominante... Oui? Non, je t'écoute. Ah, d'accord. Les personnes qui ont une dominante vierge, du signe de la Vierge, alors là, bien entendu, je parle d'énergie pure, je parle de vraiment comme s'il n'y avait que ça dans le thème, hein, bien entendu. Eh bien, ces personnes-là vont avoir un intérêt de faire focus à la qualité de leur microbiote. Voilà. Bon, on sait que la Vierge a un petit côté hypocondriaque, machin, qu'elle est très attentive à sa nourriture, qu'elle est très tournée vers son état de santé, tout ça. Voilà. Ça, ce sont des généralités et je vous dis, on parle de signes purs. Hein. Voilà. Donc, justement, cette spécificité de la Vierge à prendre soin de son microbiote est très, très, très importante. Le microbiote est vraiment... alors, comment vous allez me dire alors, entendons-nous bien, ce sont juste des connaissances que je vous passe. Hein, comme je vous le redis, je ne suis pas médecin, tout ça. Mais l'important, c'est de nourrir de manière adaptée son microbiote. Voilà. Et il y a diverses manières, notamment les fibres insolubles, la chicorée aussi est un très bon aliment pour le microbiote, la banane, bon, et toutes sortes de choses. L'amidon résistant aussi, hein, qui n'est pas l'amidon. L'amidon résistant, on le fait par exemple en mettant les pâtes au frigo 24 heures. On va transformer l'amidon, qui n'est pas une nourriture pour le microbiote, en amidon résistant, qui lui va être de bonne aloi pour le microbiote. Le microbiote, en plus, va engendrer aussi une relation avec notre état mental. Maintenant, on sait qu'il y a des relations entre le microbiote et les dépressions. Donc, tout ça, bien entendu, vous devez vous en douter, va interagir sur l'expression de nos gènes. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important et ce que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'en réalité, le spécifique doit toujours être compris dans la globalité. Eh bien, il en est pareil pour l'astrologie. L'astrologie, les positions spécifiques, les perceptions spécifiques, pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient perçues dans la globalité du thème. Eh bien, la qualité de l'expression de vos gènes, c'est pareil, c'est toujours à percevoir dans la globalité de votre comportement. C'est votre comportement qui va définir justement l'expression de vos gènes. Et donc, vous voyez, on est toujours de la spécificité au global. Eh bien, pensez-y et vraiment, ça va aussi moduler votre perception et je pense que vous allez en tirer profit, mais en attendant, expérimentez et posez-vous des questions. Et prenez soin de votre microbiote. Ok. Bon, bah merci Alain. Un pari relevé pour le timing. Bravo.